permettez-moi de vous présenter Christine Delphy. Docteur en sociologie de l'UQAM, Christine Delphy est détentrice de 2 doctorats honoris causa qui lui ont été décernés par l'Université de Lausanne et l'Université Southwest d'Angleterre. Elle a été jusqu'à cette année directrice de recherche au CNRS en France. Plusieurs de ses livres et articles ont été traduits, notamment en anglais, espagnol, grec, turc, japonais, italien et allemand, et j'en passe. Elle participe à pas moins d'une dizaine de comités de lecture de revues internationales. Mais nonobstant ces réalisations importantes et les nombreuses autres que je passe sous silence pour ne pas prolonger indûment ma présentation, c'est à titre de chercheur reconnu comme l'une des principales architectes de la pensée féministe contemporaine que nous l'avons invitée à venir partager avec nous ses réflexions sur l'état actuel du féminisme, ses raisons d'être, ses enjeux et ses défis. Pour mémoire, je rappellerai que c'est en 1977 que Christine Delphy a fondé, avec Simone de Beauvoir et 2 autres chercheurs, la revue Questions féministes, qui deviendra en 1980 Nouvelle Question féministe. On ne soupçonne pas aujourd'hui toute l'importance qu'a pu avoir pour les féministes québécoises l'accès au type de réflexion et de problématiques abordées dans Questions féministes, puis dans Nouvelle Question féministe. Dès ses débuts, mais aussi au fil des décennies, la revue, comme on l'appelait, a constitué et représente toujours un créneau important pour prendre conscience de l'évolution des discours féministes et de leur diversification. À cela, j'ajouterais que Christine Delphy s'est investie comme penseure et militante sur la scène sociopolitique française. Dans les dernières années, on relèvera son opposition à la loi française interdisant le foulard musulman à l'école et ses interventions pour dénoncer l'ingérence occidentale en Afghanistan et, je cite, « la façon irresponsable dont a été traitée la Libye de la libération des femmes ». Parmi les principales contributions théoriques de Christine Delphy, je m'en contenterai d'en mentionner 2, soit ses travaux pionniers sur le caractère socio-économique du patriarcat, qui montrent que les égalités persistantes entre femmes et hommes sur le marché du travail s'adossent à l'exploitation du travail domestique des femmes, et son analyse du concept genre, qui l'a amené à énoncer, dès les années 80, que le genre précédait le sexe, c'est-à-dire que c'est la hiérarchie, autrement dit les rapports de pouvoir, qui induit la division sociale des sexes et non l'inverse. Aujourd'hui, sa réflexion l'amène à une dénonciation musclée du poison que représente le mythe de l'égalité déjà là. C'est donc à partager cette réflexion sur ce mythe, mais plus largement sur sa conception du féminisme aujourd'hui et les principaux enjeux de l'égalité des femmes et des hommes dans la conjoncture mondiale actuelle, que nous l'avons invité à prendre la parole ce soir. À toi, Christine. Merci. Alors, ce soir, je vais parler... je vais sortir un peu de ce que j'avais préparé, car j'ai eu, depuis que je suis arrivée, il y a bientôt 10 jours, beaucoup de conversations. Et donc, je me suis un petit peu rendu compte des sujets qui étaient plus préoccupants au Québec et aussi de la façon d'aborder les choses. Et j'espère que ma présentation en aura été modifiée pour le mieux. Bien entendu, je vais parler donc de l'état du féminisme, si je peux dire, de l'état de la lutte, de ces progrès, mais aussi de ces stagnations, voire de ces reculs, de l'état de l'opposition à cette lutte, de ce qui peut être considéré comme des acquis et de ce qui peut être considéré comme des échecs, et finalement des tâches que l'on peut se fixer, c'est-à-dire que très subjectivement, je peux fixer, sans aucun espoir d'être écoutée, au mouvement féministe.
Je voudrais commencer par parler de la façon dont la lutte féministe, dite de la deuxième vague, c'est-à-dire celle qui a commencé en 1970 et qui a commencé d'ailleurs à la même époque dans tous les pays occidentaux, dont elle a été reçue en France d'une façon particulièrement hostile, mais qui est en même temps, dans son caractère caricatural, peut-être exemplaire aussi de l'hostilité qu'elle a rencontrée dans les autres pays. Et alors, pour reprendre le terme d'un de mes collègues, Didier Fassin, parlant de la fracture raciale, la fracture de genre, quand nous l'avons dénoncée, eh bien, elle était d'abord déniée, et puis ensuite, elle a été redéniée, mais d'une autre façon. C'est-à-dire, il dit, en ce qui concerne la fracture raciale, on est passé du déni à la dénégation. Et c'est assez juste en ce qui concerne l'oppression des femmes. C'est-à-dire que quand nous avons commencé en 70, c'était tout simplement « mais de quoi pouvez-vous vous plaindre ?» De quoi pouvez-vous vous plaindre dans un contexte où quand même c'était grosso modo « mais les femmes n'ont pas besoin de travailler car vous ne voulez pas être comme nous, les hommes, qui sommes si malheureux, qui avons à sortir de la maison, etc. etc. » Bon. Et pourquoi voulez-vous troquer une chose pour une autre. Et il n'y avait pas d'oppression des femmes, puisque les femmes avaient obtenu le droit de vote. Donc tout était gagné, et les femmes avaient le choix aussi. On parlait du choix. On parlait du choix, les femmes avaient le choix. Elles avaient le choix de rester à la maison ou le choix d'aller travailler à l'extérieur. Et donc le féminisme, la lutte féministe était parfaitement inutile. Un an après le début du mouvement féministe, donc de cette deuxième vague, Évelyne Sulro écrivait avec beaucoup avec un côté Nostradamus, le mouvement, il n'y aura pas de mouvement féministe en France. Qu'il n'y en aurait pas. Bon, c'était intéressant d'ailleurs comme formule, bon, puisqu'il existait déjà. Et donc, le mouvement en France n'a jamais bénéficié de cet état de grâce, disons, de cette, sinon sympathie, bienveillance dont il a bénéficié dans d'autres pays, notamment d'Amérique du Nord, où on a pensé que pendant un temps, c'était intéressant et peut-être même justifié. En France, nous n'avons jamais eu ça, nous n'avons jamais eu accès aux médias, nous avons dû lutter sans arrêt contre une hostilité franche et déclarée. Et c'est au bout de plusieurs années que nous nous sommes aperçus que les médias s'étaient bien rendus compte de notre existence, puisqu'ils disaient, et je me souviens très bien d'un article de Françoise Giroud qu'elle a fait paraître dans Le Monde en 1976, qui s'appelait « Les voiles flasques du féminisme ». Bon, alors c'était pas pour en dire du bien, mais enfin, elle reconnaissait qu'il existait. Et à partir de cette période-là, on nous a dit que le féminisme était mort. C'est-à-dire, d'abord, il n'avait pas vécu, mais on savait a posteriori qu'il avait dû vivre, puisqu'on nous disait qu'il était mort. Bon. Alors, c'était un petit peu décourageant. Mais on peut dire que d'une façon générale, là, c'est caricatural, mais ce qui s'est dit à propos du féminisme, on peut dire que c'est ce qui se dit sans arrêt à propos de l'oppression des femmes. Par exemple, aujourd'hui, très souvent, ce que disent les journalistes et certains des commentateurs, des écrivains, et souvent des écrivains femmes, qui ont été féministes et qui parfois se disent encore féministes, c'est le féminisme a été utile, mais maintenant, il ne l'est plus. Il ne l'est plus. Et comme toute chose qui se perpétue au-delà du moment où elle a été utile, comme si vous continuez un traitement aux antibiotiques alors que vous n'avez plus de fièvre, eh bien, ça peut devenir nocif. C'est par exemple la thèse d'Elisabeth Badinter. Voilà, il faut arrêter. La société a été traitée et guérie. Donc, si vous voulez, on a ce discours récurrent qu'il n'y a pas d'oppression des femmes. Et puis, quand on insiste, quand on s'obstine avec ce côté têtu qu'ont les femmes,
eh bien, finalement, on nous dit, ben oui, finalement, vous aviez peut-être raison, mais vous aviez raison hier. Aujourd'hui, vous avez à nouveau tort. Et il faut vous arrêter. Il faut vous arrêter. Et puis alors, ce qu'on voit apparaître très tôt, donc dans les années, donc dès la fin des années 70, bon, je vous cite Hamon et Rothman parce qu'on peut trouver leurs livres et leurs documentaires encore, mais ils ne font que refléter le discours général, c'est que non seulement le féminisme a été utile, mais ne l'est plus, mais le féminisme a été utile en dépit de ses excès. Alors une fois, j'ai reçu j'ai vu cette phrase sans arrêt, et je me suis toujours demandé quels étaient les excès du féminisme. Car j'étais bien placée, j'étais au premier rang pour les connaître, et malheureusement, ils m'avaient tous échappé. Ouais. Et une fois, j'ai eu une étudiante chez moi qui voulait m'interviewer sur la période qu'elle n'avait pas connue. Et elle me dit, maman, le féminisme et ses excès. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous appelez les excès du féminisme? Et elle m'a dit, mais je ne sais pas, ces excès, quoi. Ben, je lui ai dit, oui, d'accord, donnez-moi un exemple. Alors elle réfléchit, elle me dit, écoutez, je ne trouve pas d'exemple. Je lui ai dit, mais il y a bien dû y en avoir, puisque tout le monde le dit. Voilà. Et c'était pas du tout, c'était une jeune femme féministe, tout à fait de bonne volonté. Et si vous voulez, comme disait, je ne me rappelle plus qui, il y a très longtemps, si vous répétez 3 fois un mensonge, ça devient une vérité. Voilà, donc c'est le féminisme et ses excès. Et nous avons affaire, donc, à nouveau, maintenant, c'est pour ça que je pense que nous sommes dans une période non seulement de creux, de stagnation, mais même de régression, nous avons affaire à nouveau à ce même discours, et qui est d'autant plus dangereux, et qui est d'autant plus pernicieux, qu'il est dit par des femmes qui se disent féministes, et des femmes qui ont été féministes, je redis à nouveau par exemple quelqu'un comme Badinter, qui écrivent des livres comme Fausse route, qui a eu un succès extraordinaire, surtout auprès des hommes. Bon, c'était le but, mais auprès de certaines femmes aussi, avec cette idée que que nous retrouvons un peu partout, et je pense qu'il existe aussi au Québec, que ce qui est en cause, donc si on continuait, que ce qui est en cause, donc, c'est que le féminisme n'est plus utile, et que le féminisme non seulement a fait des excès, mais qu'en continuant d'exister, il constitue, sa continuation en elle-même constitue un excès. Constitue un excès qui met en péril les hommes, qui sont, bon, alors là, d'après Elisabeth Badinter, sont évidemment des thèses biologistes, naturalistes que je ne partage pas. Je ne pense pas du tout que les hommes, par exemple, soient génétiquement inférieurs aux femmes. Mais elle dit que les hommes sont fragiles, plus fragiles que les femmes, en raison de leurs chromosomes. Moi, personnellement, je n'arrive pas à voir les chromosomes des hommes, donc je ne sais pas s'ils sont vraiment plus fragiles. Donc, elle a écrit un livre qui s'appelle XY, et alors, bon, les hommes ont une petite patte qui manque à leur chromosome X, et... mais oui, mais... Et donc, ça les rend très fragiles et très... Pardon ? On a un problème de foulard, mais c'est le vôtre. Oui, qu'est-ce qu'il fait ? Il faudrait l'enlever. Ah, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait du bruit dans le micro. Ah, il fait du bruit dans le micro, d'accord. Bon. Et donc, ils sont très fragiles aux attaques des féministes. Et donc, nous avons le retour, si vous voulez, le retour de bâton, et un retour de bâton qui est particulièrement pervers, parce que ce retour de bâton, qu'est-ce qu'il installe ? Il installe d'abord la primauté de la différence, de ce qu'on appelle en France la différence des sexes. Il y a beaucoup de personnes qui, justement, n'ont jamais accepté d'utiliser le terme genre, parce que le terme genre implique une construction sociale, et qui continuent à parler de la différence des sexes ou de la différence sexuelle, car pour ces personnes, la différence entre les genres, entre les hommes et les femmes, est une différence qui est fondée biologiquement, mais pas seulement fondée biologiquement, ayant un rapport quelconque avec la biologie ou avec l'anatomie, mais justifiée biologiquement,
et surtout qu'elle est très souhaitable car elle permet quoi? Elle permet le désir, qui n'existerait pas sans cette différence sexuelle. C'est donc ça, et ça, c'est le discours qui est promu par les magazines féminins, les journaux de vulgarisation de psychologie et les ouvrages de, je crois que vous appelez de psychopop, comme les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, dont il ne faut pas oublier que ce sont des ouvrages qui ont été vendus, celui-ci et ses suivants, à 15 millions d'exemplaires dans le monde entier, et dans je ne sais pas combien de langues. Et donc, c'est quand même ça, je veux dire, ces auteurs sont un couple américain, mais il y en a d'autres, et c'est ça qui informe maintenant, disons, le grand public. Ce qui veut dire que dans ce domaine, disons, de l'explication du caractère social des différences de rôle, de statut entre les femmes et les hommes, eh bien, le féminisme a fait quelques progressions, mais pas fondamentalement, car il y a toujours cette, disons, et ça, d'une certaine façon, c'est assez normal, il y a toujours cette opposition, hein, il y a toujours cette contestation conservatrice qui dit mais non, les différences elles sont inscrites dans la biologie et pour le bien de l'espèce, pour permettre qu'il y ait un désir entre les hommes et les femmes sans lequel l'humanité s'éteindrait. Récemment, je lisais un numéro d'un magazine français qui s'appelle Psychologie et qui disait, qui titrait ces différences qui provoquent le désir. Bon. Il y avait plein d'articles, il y avait des interviews de psychanalystes qui, comme vous le pensez, pensent aussi, sont absolument convaincus que la différence anatomique entre les sexes est celle qui provoque le désir. Mais le problème, c'est que politiquement correct oblige. À la fin, il y avait quand même. Il disait bon, ben, c'est les différences entre les sexes qui provoquent le désir. Il faut surtout qu'elles restent là. De toute façon, les différences anatomiques, elles ne risquent pas de s'en aller. Bon. Mais c'est assez curieux que les gens aient des angoisses là-dessus. Hein. Parce que bon, c'est pas comme les feuilles d'érable, hein. C'est pas des trucs qui tombent tous les ans. Hein. C'est pas comme les cornes des cerfs non plus. Mais bon, enfin, ça va beaucoup plus loin parce que c'est pas de ça qu'ils parlent. Ça, ils le savent d'une certaine façon. Je veux dire, les gens sont pas si bêtes que ça. Ils savent que ça va pas tomber, mais ils veulent quand même que c'est des incidences autres. Ils disent, oh, faut pas qu'on se ressemble, faut pas qu'on se ressemble, faut pas qu'on se ressemble, etc. etc. Bon. Et la seule façon de ne pas se ressembler, apparemment pour eux, c'est d'être des hommes ou des femmes. Bon. Donc, ce que j'ai critiqué dans des articles théoriques en disant, c'est quand même terrible parce qu'apparemment, il n'y a que 2 individus sur Terre. Une femme et un homme, puisque... Bon, c'est la seule différence qu'on voit. Donc il n'y a pas de différence entre les femmes, il n'y a pas de différence entre les hommes. Et alors, donc, ils font tout ce dossier là-dessus qui fait quelque chose comme facilement 10 pages. Et puis à la fin, ils sont quand même obligés, parce qu'il y a eu un combat des gays et des lesbiennes, et des bi et des trans, et ils sont obligés de reconnaître, de mentionner quelque part, ils se sont dit, il faut qu'on case le désir homosexuel, il faut qu'on le mette, on peut pas risquer un procès ou Dieu sait quoi. Et alors, ils mettent, oui, et puis alors il y a le désir homosexuel. Ah bon. Et alors ils l'admettent. Alors il n'est pas fondé sur la différence entre les sexes. C'est-à-dire ils mettent 2 lignes qui démolissent absolument, entièrement, complètement, tout leur dossier, et ils ne s'en rendent pas compte. Donc, bon. Et alors, là, je crois que dans ce dossier, dans sa contradiction interne, on tient vraiment le nœud, un peu le nœud de notre époque, d'une certaine façon, du point de vue de comment est-ce qu'on peut penser le sexe, comment est-ce qu'on peut penser le genre, comment est-ce qu'on peut penser les relations entre les hommes et les femmes, comment est-ce qu'on peut penser la sexualité. Il y a des évolutions qui font qu'on devrait être obligé
de les penser autrement, et il y a des gens qui les pensent autrement, et puis en même temps, il y a cet extrême, je ne dirais pas pesanteur, car ce n'est pas une pesanteur, il y a cette extrême réaction, il y a tous ces gens qui veulent absolument que finalement, aux différences anatomiques entre les hommes et les femmes correspondent des différences de rôle, des différences d'attitude, et leur rationalisation pour ça, c'est que ça crée le désir. Jamais ils ne disent que ça crée l'exploitation économique, jamais ils ne disent que ça crée les inégalités salariales, ou que ça est lié, jamais ils ne disent que c'est lié aussi aux violences conjugales qui font qu'en France, il meurt une femme tous les 4 jours sous les coups de son conjoint ou de son concubin. Ça n'est pas mentionné, si vous voulez. Ça n'est pas mentionné parce que ce qui compte, c'est avant tout le désir. Puisque nous vivons tous pour ça, c'est bien connu. On passe notre temps à s'envoyer en l'air. Bon. Et alors, dans la dénégation des problèmes, eh bien, la France apporte quelque chose de plus. Car, vous savez que la plupart des pays parlent de l'exceptionnalisme français dans des termes qui ne sont pas forcément flatteurs. Et grosso modo, qui veulent dire les Français, comme d'habitude, ne font pas comme tout le monde, nous emmerdent, etc. Et les Français, absolument incapables de comprendre les langues étrangères, ont cru que c'était un compliment. Bon, et ils parlent de l'exception française. Bon. Alors, je vais vous donner un exemple. Pendant les négociations de la communauté européenne, on a parlé de l'exception culturelle. L'exception culturelle, ça voulait dire que dans ces accords néolibéraux qui permettent que tout soit livré à la concurrence capitaliste la plus sauvage, on devait faire une exception pour la culture, mais pour la culture de tout le monde, pour la culture de la France, certes, mais aussi pour la culture anglaise, pour la culture espagnole, pour la culture italienne, pour la culture belge, je veux dire pour la culture wallonne et la culture flamande, pour la culture... Bon. Et alors, on a vu paraître très vite un terme que je trouve très intéressant, c'est l'exception culturelle française. C'est-à-dire que quand on parle de culture, les Français croient qu'on parle d'eux. Et maintenant, on voit sans arrêt reparaître ce truc, l'exception culturelle française. Et alors, les Français pensent que, bon, ben, ils ont une culture qui est meilleure que celle des autres. Bon, tout le monde pense que sa culture est meilleure que celle des autres, mais souvent, ils pensent qu'ils sont les seuls à avoir une culture. Alors ça, c'est un peu gênant. Bon. Et alors, dans le domaine, par exemple, alors, on table beaucoup, si vous voulez, l'antiféminisme table beaucoup sur ce chauvinisme, sur ce nationalisme. Car des auteurs comme Elisabeth Badinter, déjà citée, mais aussi Mona Ozouf, mais aussi d'autres, Mona Ozouf est une historienne, nous disent que finalement, ce qu'elles appellent la guerre des sexes, qui est en fait la lutte féministe, eh bien en France, ça n'a jamais eu lieu, ce qui veut dire que ça n'a pas lieu d'être. C'est-à-dire que finalement, on importe des choses américaines. Ce qui est américain est très mauvais, c'est vilain, caca, pas beau, il ne faut pas le faire. Qu'en France, les relations entre les sexes ont toujours été gracieuses, harmonieuses. D'après Elisabeth Badinter, c'est parce que nous avons un climat tempéré. Bon. En tant que sociologue, ça m'a surprise. Ceci dit, ça existe. Il y a des théories des sociétés qui sont basées sur leur climat. Vous avez un climat extrême, je ne sais pas moi, dans l'Arctique, des mœurs extrêmes, ou au contraire, sous l'équateur, des mœurs extrêmes. Dans les pays tempérés, c'est j'y vais-tu pas, enfin, je sais pas, des trucs comme ça. Je ne sais pas, je ne comprends pas, mais enfin, c'est comme ça. Mais bon, elle le dit. Bon, alors nous, on a des rapports entre les sexes idylliques, des choses qui ailleurs sont des viols, sont des rapports de séduction en France. Voilà, on a une séduction gauloise. Voilà. On a une séduction gauloise. On a eu beaucoup de mal à accepter la loi sur le harcèlement sexuel, qui nous a été imposée par l'Europe. Beaucoup de mal à accepter. On disait que ça en serait fini de la séduction, quoi. Grosso modo, bon.
si les hommes ne peuvent plus pincer les fesses des femmes ou leur faire du chantage, eh bien, où va-t-on Voilà. Bon. Et puis, on n'y a pas été d'ailleurs, parce que les femmes qui font des procès pour harcèlement sexuel, eh bien, ce sont elles qui sont attaquées quand elles ne gagnent pas, et elles gagnent très rarement leur procès, eh bien, elles sont attaquées pour dénonciation diffamatoire, et ce sont elles qui sont condamnées et qui ont à payer des sommes extraordinaires. Bon. Ça, encore une fois, je dis, je ne sais pas si ça se passe dans d'autres pays. Alors, grosso modo, et encore une fois, je ne sais pas si l'exemple est valable pour d'autres pays, mais en France, il y a une tendance, disons, des gens qui veulent nier l'oppression des femmes et nier la nécessité de la lutte féministe, une tendance à prétendre que l'oppression des femmes existe certes, mais ailleurs. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a eu aucun effet du féminisme en France. Ils sont mitigés. Et je pense que c'est vrai un peu partout. Ils sont mitigés. Par exemple, dans le domaine de ce que vous appelez l'équité salariale, il n'y a pas eu beaucoup de changements. D'ailleurs, certaines personnes, dont moi, prétendent qu'il n'y en a pas eu du tout depuis 30 ans. Non seulement il n'y en a pas eu du tout depuis 30 ans, mais il y a la situation des femmes sur le marché du travail se dégrade. Bon. On ne va pas rentrer dans les détails de ça. Je pense que c'est un peu partout la même chose. Enfin, c'est peut-être pas partout la même chose, mais les femmes sont plus partantes pour travailler, mais elles obtiennent moins de travail parce qu'il y en a moins, parce qu'il y a de plus en plus de chômage, et elles se retrouvent dans des boulots à temps partiel, et formant une nouvelle catégorie, enfin, c'est-à-dire qu'on voit réapparaître maintenant une catégorie qu'on croyait ne plus exister, celle des, je vais employer un terme anglais car il n'y a pas de terme, en tout cas en France pour ça, des working poor, c'est-à-dire des gens qui, tout en travaillant, sont en dessous du seuil de pauvreté. Les femmes sont majoritaires dans cette catégorie, et les femmes forment aussi à peu près 80% des gens qui vivent, les femmes seules avec enfants en particulier, forment la majorité, près donc 80% des gens en France qui vivent sous le seuil de pauvreté, qui, comme vous le savez, correspond à 25% du niveau médian de revenus. En revanche, il y a certains thèmes, bon, ça c'est quelque chose qui n'est pas possible. Alors, comme le rappelait Francine tout à l'heure, j'ai beaucoup axé mon travail sur l'exploitation domestique. Par exploitation domestique, j'entends l'exploitation du travail des conjointes et concubines, de ce travail que j'appelle domestique, qui ne se limite pas au travail ménager, car chez les femmes d'artisans, d'agriculteurs, etc., c'est l'ensemble de leur travail qui est approprié, de ce travail gratuit. Mais qui, dans la majorité des couples, dans les couples de salariés, consiste surtout en travail ménager. Et c'est un domaine qui est bien renseigné, c'est-à-dire que nous avons des chiffres là-dessus, car il y a des enquêtes régulières faites tous les 10 ans, pas tous les 10 ans par l'Institut de la statistique et des études économiques, l'INSEE, des études de budget-temps, et grosso modo, ce qu'on voit, c'est que tous les ans, les hommes font à peu près la part de travail faite par les hommes s'accroît de 5 à 10 minutes, non pas par an, mais par jour. Mais pour arriver à en faire autant que les femmes, il faudra beaucoup d'années, si même ça se poursuit. Alors, je pense que ça ne doit pas être très différent au Québec, quoique je ne connaisse pas les chiffres là-dessus. Mais vous savez aussi, enfin, je pense que c'est la même chose, c'est que dans les couples qui se forment, puisque la plupart des femmes vivent en cohabitation avec un homme, soit dans le mariage, soit dans le concubinage, il y a beaucoup plus de partage des tâches pendant les premières années, et c'est au moment de l'arrivée du premier enfant que les rôles sexuels
distingue vraiment très fortement que les hommes font non seulement leur part de travail ménager reste stagnante, mais elle diminue pendant que leur carrière s'envole, tandis que les femmes font tout. Grosso modo, en moyenne, les femmes font 80% du travail ménager quand on confond tous les âges, toutes les catégories, y compris le nombre d'enfants dans le ménage. Bon. Et ça ne change pas. Voilà, ça a une stabilité sur un nombre d'années assez court, mais enfin sur 30, 40 ans, on n'a pas de changement, de même façon qu'on n'a pas de changement, quoi qu'on en dise, dans les différences de salaire. Je veux dire, les gens voient du changement. Il y a des gens qui veulent voir du changement. Ils voient du changement. Bon, ils voient du changement, 2%, 3%, etc. Bon. Moi, je ne vois pas de changement là. Bon. Mais il y a des domaines dans lesquels la lutte féministe a réussi à imposer, sinon des résultats, au moins à faire connaître des choses. Et je pense justement aux violences conjugales, aux violences des hommes à l'encontre des femmes, qui sont faites surtout dans un cadre familial. Et comme je le disais tout à l'heure, une femme tous les 4 jours, c'est une approximation, hein, c'est une estimation parce que nous n'avons pas de statistiques exactes basées sur des comptages réels. C'est une extrapolation faite par le ministère de la Justice, meurt sous les coups de son conjoint. Et il me semble que certaines statistiques disent que cette violence est la première cause de mortalité des femmes dans la tranche d'âge entre 25 et 49 ans. Quand j'ai commencé à être dans le mouvement féministe en 70, mais je n'avais aucune idée de l'étendue de cette violence. Je n'avais pas la moindre idée. Pas la moindre idée. Ça m'a absolument stupéfaite et effrayée. Non plus, je n'avais pas la moindre idée non plus de la prévalence des violences sexuelles contre les enfants, qu'elles soient le fait d'étrangers ou le fait de leurs parents, de la prévalence de l'inceste, du nombre d'enfants, de petites filles et de petits garçons violés par leur père, leur oncle, leur grand-père. Je n'avais pas la moindre idée de ça. Donc c'est vraiment un énorme lièvre qui a été soulevé là, un énorme lièvre. Et certainement, la situation dans les faits, c'est-à-dire ces horreurs restent présentes, elles ne sont pas pour l'instant en diminution. D'ailleurs, elles ne sont même pas bien comptées. En tout cas, en France, elles ne sont pas bien comptées, elles ne sont pas bien répertoriées. Mais au moins, on sait qu'elles existent et personne ne peut dire c'est bien. Non, ça, personne ne peut dire c'est bien. Alors, là aussi, vous avez une contre-attaque. Vous avez le backlash, le retour de bâton, dans le sens que, donc, on a commencé par le déni, un déni dont nous-mêmes nous étions victimes, puisque nous ne le savions pas. Et maintenant, nous avons la dénégation. Alors, la dénégation, c'est... il y a des raisons à ça, il y a ceci, il y a cela, etc. Mais enfin, quand même, la dénégation devient de moins en moins forte. La dénégation, maintenant... Mais elle existe quand même, si vous voulez. Vous avez des psychologues et des experts. Je pense à quelqu'un comme Paul Bensoussan, qui probablement me fera un procès en diffamation, qui vous explique qui, à la suite d'autres psychologues américains, ont inventé le syndrome de la fausse mémoire, par exemple. Hein. Les enfants se fabriquent, ou il est facile de fabriquer aux enfants des souvenirs. Hein. Bah, écoutez, demandez aux parents si c'est si facile que ça. Mais si tu as déjà eu 2 40 bars aujourd'hui. Non, pas du tout. Non. On n'arrive pas à leur faire fabriquer comme ça des faux souvenirs aux enfants. Enfin, ils ont fabriqué ça, puis le syndrome d'aliénation parentale, etc. Et c'est la même chose pour, en ce qui concerne les violences conjugales, c'est-à-dire que c'est la faute des femmes, que les hommes en seraient victimes aussi, qu'il y aurait autant d'hommes battus que de femmes battues. Nous venons de publier dans la collection Nouvelles questions féministes qui publie des livres, je ne parle pas de la revue, un livre de Patrizia Romito qui s'appelle Un silence de morte et qui montre justement tout ce qu'elle appelle les stratégies d'occultation de la violence. Donc ces stratégies existent, il y a une défense organisée, je veux dire, c'est absolument comme n'importe quel secteur de la politique. Il y a l'action et la réaction qui essaye de
construire des contre-feux aux découvertes féministes. Mais malgré tout, si vous voulez, on a beau essayer de dire que c'est la faute des femmes ou que c'est la faute des enfants, qu'on a affaire à des enfants pervers, provocateurs ou qui ont de la fausse mémoire, l'idée que ces violences existent bel et bien fait son chemin dans la société. Elle fait son chemin et certains gouvernements, pas celui des rapports entre les sexes idylliques, mais par exemple celui de l'Espagne, a passé une loi cadre contre les violences qu'il appelle de genre, et qui, si elle n'a pas encore donné de résultats, en tous les cas montre beaucoup de bonne volonté. C'est-à-dire qu'il y a des pays où il y a, dans certains domaines, une volonté politique. Et ça, je veux dire, c'est un peu la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est-à-dire que, certes, tout le message féministe n'a pas été entendu, mais certaines parties ont été entendues et ont été reprises, y compris par les exécutifs des pays, et ceci indépendamment de la couleur politique, car la campagne espagnole contre la violence conjugale avait commencé sous un gouvernement socialiste, a été reprise par un gouvernement de droite, puis reprise à nouveau par un gouvernement socialiste, donc c'est indépendamment de la couleur politique du gouvernement, et c'est quelque chose quand même d'assez encourageant, donc il ne faut pas voir que tout est noir. Maintenant, la question est celle de la mobilisation politique. Et c'est là que le problème du mythe de l'égalité déjà là joue un grand rôle. Eh bien, la mobilisation politique, donc des femmes, de l'existence même de mouvements féministes, j'ai été frappée, donc, dans les quelques jours que j'ai passés au Québec, j'ai été frappée par les féministes, par leur existence, par l'existence de groupes féministes. J'ai été à la maison Parent-Aubac. Il y a 103 centres de femmes. Moi, je trouve ça extraordinaire. 103 centres concrets, réels, de femmes, c'est-à-dire où les femmes peuvent entrer, marcher, peut-être même s'asseoir. Et il y en a très très peu en France, pour un pays qui a 10 fois cette population. 9 fois et demi la population du Québec. Bon. Mais la question, c'est en effet celle de la relève, celle de la motivation. Et alors là, comme je ne peux pas parler toute la soirée, je soulèverai 2 problèmes seulement. C'est celui, très brièvement, celui du féminisme universitaire et celui, finalement, du mythe de l'égalité déjà là. Le féminisme universitaire, il s'est développé beaucoup moins en France que dans les autres pays, justement à cause de cette résistance générale de la société, et donc présente aussi à l'université. Mais d'un autre côté, il est resté plus proche, finalement, du mouvement militant, qui, lui, n'est pas très présent. Il est resté proche de préoccupations politiques. En revanche, dans des pays comme les États-Unis, l'Australie, l'Angleterre, dans les pays anglophones, eh bien, il y a un développement d'études féministes ou d'études sur le genre, dont une partie, évidemment, reste vraiment très ancrée dans le rapport avec le politique. Elles sont généralement les femmes qui travaillent dans les sciences sociales et humaines, et une autre partie eh bien, a carrément décollé de la réalité. Et ce livre a décollé de la réalité, peut-être pas de toutes les réalités, mais a décollé de la réalité de la vie des femmes dans tous ses aspects. Je pense par exemple, je vais le dire brièvement, je n'ai pas que des critiques à son encontre, mais je pense à cette critique que je peux faire au mouvement queer qui ne s'intéresse finalement à mes yeux qu'à la sexualité. Eh bien, comme je le disais tout à l'heure, ça n'est pas l'alpha et l'oméga de la vie des gens, et ils ont beaucoup d'autres choses à faire entre 2 populations. Ils sont obligés de travailler, de se nourrir, de
faire le ménage, etc., etc. Et les rôles sexuels qu'ils adoptent dans leur rapport amoureux ne sont pas tous ceux qui les préoccupent. Et ça, le mouvement queer n'en parle pas. Et donc, il y a bien là une dépolitisation. Ne parle pas non plus des hommes et des femmes comme de deux groupes dont les intérêts sont antagonistes, même s'ils ne sont pas toujours antagonistes comme individus, mais qui sont en tant que groupe, des groupes d'intérêts antagonistes. Mais a utilisé le concept de genre, justement, dans une acception qui en fait une dimension qui ne devrait pas être liée au sexe. C'est-à-dire qu'il s'est contenté de défaire le lien entre le sexe anatomique et le genre, tout en laissant le genre, la dimension du genre intacte, et en demandant simplement que ça soit finalement comme une espèce de ligne de chemin de fer ou de métro, sur laquelle les gens puissent circuler librement. Voilà. Qu'on ne soit pas attaché à un bout de la ligne ou à l'autre. Mais qu'on puisse, que tout le monde ait le droit d'aller, disons, au point A ou au point B, ou à n'importe quel point entre les deux. Ce qui me semble une vision extrêmement, donc sur le plan théorique, extrêmement fausse du genre, mais ce soir, nous ne parlons pas de la théorie du genre, nous parlons du mouvement féministe et de la réaction, du retour de bâton contre ce mouvement et des effets donc des théories. Eh bien, une théorie qui laisse de côté la situation matérielle des femmes et des hommes, qui laisse de côté les conditions de travail des femmes, qui laisse de côté le niveau de salaire des femmes, qui laisse de côté l'exploitation du travail domestique, qui laisse de côté les violences, pour moi, n'est pas une théorie féministe. C'est une théorie sur la sexualité, mais réduire le combat féministe à un combat pour la sexualité, c'est pas cricket, hein, c'est pas bien, faut pas le faire. Donc, voilà, je fais cette incursion pour dire que, y compris là où le féminisme subsiste, il peut subsister d'une façon, dans l'université. L'université peut et a, par moments, imprimé ce que j'appellerais son irresponsabilité aux féministes. Car quand vous êtes dans le monde de l'académie, vous n'êtes pas apolitique. Ce que vous dites n'a strictement aucune influence. Vous pouvez raconter n'importe quoi dans un séminaire, dans une salle de classe, et il se passera rien, voilà. Et alors, je trouve en particulier les Américains, vos voisins états-uniens, en ont fait un usage extraordinaire de cette liberté. Je veux dire, ils ont commis des excès là. On est complètement déconnecté de la réalité, parce qu'en effet, il n'y a pas de pénalité. Il n'y a pas de pénalité. Vous dites des trucs énormes. Vous pouvez dire n'importe quoi, ce sont des jeux de l'esprit. Mais ça, c'est sans doute comme ça depuis que l'université est université. Donc, si vous voulez, c'est très bien que les féministes soient entrées dans ce domaine, et parce qu'il fallait entrer là aussi. Et moi, je me suis battue et je continuerai à me battre pour qu'il y ait des études féministes dans les universités, dans la recherche, etc. Et c'est très utile. Mais la question, c'est de savoir qui est-ce qui gagne, les études féministes, c'est-à-dire le féminisme, avec sa volonté de changer le monde, ou bien ce côté de jeu intellectuel et de gratuité, qui fait que, bon, si je veux dire n'importe quoi, je vais à l'université. Voilà. Mais encore une fois, ça n'est qu'une petite partie du féminisme universitaire, heureusement. Mais disons que c'est quelque chose dont il faut se méfier. C'est quelque chose dont il faut se méfier. Je pense que les féministes ne sont pas entièrement libres. Je pense que personne n'est entièrement libre. Et je veux dire, personne n'est entièrement libre, non seulement parce qu'on est opprimé, mais personne ne devrait être entièrement libre. On doit avoir une responsabilité politique. Et je pense que les féministes, particulièrement, devraient avoir le sens de cette responsabilité politique. Et alors, du point de vue de la mobilisation, si vous voulez, du mouvement féministe qui est, comme on dit, sur le terrain, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu
Et pourquoi est-ce qu'il n'y a toujours pas, même dans des pays comme le Québec, où il y a plus de féministes sur le terrain, plus de centres de femmes, plus de groupes de femmes, pourquoi est-ce qu'on sent cette lassitude? Pourquoi est-ce qu'on sent cette préoccupation? Où est la relève? Où est la relève? Qu'est-ce qui s'est passé? Or, ce qui s'est passé, ce qui se passe aujourd'hui, et ce que disent toutes les féministes de ma génération et même des générations suivantes, c'est que les jeunes femmes ont l'impression que tout est gagné. Que tout est gagné. Alors, comment est-ce qu'elles peuvent avoir cette impression-là? Et elles ne l'ont pas depuis hier ou avant-hier, elles l'ont depuis longtemps, depuis les années 80. Depuis les années 80, nous n'avons pas vu de véritable relève. Nous avons vu une relève au compte-gouttes. Nous n'avons pas vu le mouvement large que nous espérions. Nous avons vu, en effet, sur certaines causes, nous avons vu des mobilisations. Mais nous n'avons pas vu cette prise de conscience de la majorité des jeunes femmes de chaque groupe d'âge, de chaque génération qui arrivait. Eh bien oui, elles ont été eues par le mythe de l'égalité déjà là. Combien de fois j'ai entendu ça? C'est-à-dire, oui, vous avez lutté. Elles ont avalé ce truc de le mouvement féministe a été utile, mais maintenant, nous avons tout. Et c'est à nous de retrousser nos manches et de faire quelque chose. Et nous sommes dit, bon, elles ont 20 ans, elles ont accès aux études supérieures, elles ne se rendent pas encore compte, et puis, bon, elles vont se marier, bon, puis peut-être même quand elles vont se marier, ça ne va pas être suffisant, mais elles vont avoir un enfant, et là, elles vont voir vraiment, elles vont voir ce qu'elles vont voir. Bon. Et puis, non. Apparemment, il ne s'est pas passé ce déclic de la prise de conscience. Et je pense que c'est vraiment dû à ce matraquage que le mouvement qui présentait les féministes d'une façon extrêmement négative, comme toutes des folles, toutes des mal baisées, moches, mal baisées, lesbiennes, etc. Et à l'idée des excès, dont on ne savait pas en quoi ils consistaient, ce qui est encore plus terrifiant. Et puis, à l'idée donc que tout était gagné, qu'avant, il y aurait eu des raisons de se révolter, mais maintenant, il n'y en avait plus. Et alors, pourquoi est-ce que je dis que ce mythe de l'égalité déjà là est un poison? Eh bien, c'est un poison parce que une jeune femme, ou moins jeune d'ailleurs, qui pense qu'elle a tout, qu'elle a toutes les possibilités, et les mêmes possibilités que les hommes, et puis qui essaye, et puis qui échoue, parce qu'elle a beaucoup de chances d'échouer, parce qu'elle n'a pas les mêmes chances. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle se culpabilise. C'est ma faute. J'avais les cartes dans les mains, et puis je ne les ai pas bien utilisées. Voilà. Et donc on retombe dans la situation antérieure. Je veux dire, parce qu'avant 70, c'était exactement la même chose, puisque déjà on nous disait qu'on avait tout, qu'on n'avait qu'à se retrousser les manches, etc., qu'on a ce discours extrêmement répétitif, extrêmement récurrent à chaque génération. Et donc c'est quelque chose qui empoisonne les femmes. Les gens ne savent pas ce que c'est que l'égalité, car nos sociétés ne connaissent pas l'égalité, ni entre les femmes et les hommes, ni entre les pauvres et les riches, ni entre les noirs et les blancs, ni entre personne et personne. Donc si on nous dit c'est ça l'égalité, si on dit à des jeunes femmes c'est ça l'égalité, même des choses qui, à nous féministes, nous apparaissent comme d'une façon patente, comme inégale, comme marquée au coin de l'inégalité, marquée au coin de la hiérarchie, marquée au coin de la domination, eh bien, ces jeunes femmes se disent c'est pas grave ça, c'est un détail. Mais combien de femmes et combien de générations ont pensé que tout était un détail, que si c'était leur copain qui prenait la parole et qu'elle disait mais puis qu'elle n'arrivait jamais à prendre la parole. Vous savez, comme dans Loulou et Chouchou, qu'elle essaye toujours de toucher la balle au volleyball de plage et puis qu'elle n'y arrive jamais. Eh bien, combien de générations pensaient que c'était pas grave? C'est pas grave. Hein, c'est un détail. Mais non, c'est pas un détail, parce qu'un détail qui se répète tous les jours, hein, c'est pas un détail. C'est comme un coup qui vient tous les jours, c'est pas un accident. Et si
on n'appelait pas cette situation égalité, et si on ne parlait pas sans arrêt de cette égalité des sexes. Alors, j'ai dit tout à l'heure que c'était bien que certains gouvernements se mettent à dénoncer les violences conjugales, certains. Mais le problème, c'est que la plupart des gouvernements ne font pas ça. Ce qu'ils font, c'est qu'ils disent « nous inscrivons dans nos lois, nous inscrivons dans nos institutions, nous inscrivons, s'il le faut, dans notre Constitution, si c'est ça qu'il faut pour vous faire plaisir, qu'il y a l'égalité des sexes. » Voilà. Mais vous avez votre ligne. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Bon. Et cette ligne, ensuite, le problème de cette ligne, c'est qu'elle est opposée aux femmes qui voient des inégalités réelles, qui voient que c'est leur copain qui prend la parole, qui voient que c'est elles qui font la vaisselle, qui voient que c'est elles qui changent les gosses, etc. Je ne vais pas vous fatiguer avec cette litanie féministe que vous connaissez et que les masculinistes dénoncent comme étant une litanie. Mais vous savez, tant que ça sera comme ça, il y aura la litanie, hein. C'est pas... Qui est-ce qui a commencé? Alors les gouvernements se défaussent avec ça. Et nous l'avons vu. Nous avons vu l'égalité des sexes. Premier principe. Tout d'un coup, par exemple, en 2003, au moment de l'affaire du foulard, mais c'est extraordinaire, moi j'ai découvert des féministes que je ne connaissais pas. Vous n'avez pas vu Chirac. Chirac. Ahurissant. Ahurissant. C'était vraiment... C'était le délire, Chirac féministe. Ben oui. Et c'était absolument fabuleux, mais je veux dire, de la droite à la gauche, il n'y avait pas un homme qui n'était pas préoccupé avant tout par l'égalité des sexes. Alors voilà ce qu'ils nous font. Alors, vous êtes une jeune femme, vous ne lisez pas la littérature féministe parce que vous ne savez pas où la trouver, et puis vous voyez tous ces politiciens qui vous disent l'égalité des sexes est absolument un des piliers de notre société. Bon. Donc si c'est un des piliers de notre société, c'est que ça existe. Notre société ne tombe pas. Donc le pilier existe. Donc si je ne le vois pas, si je ne me sens pas soutenue, c'est pas le pilier qui a tort, c'est moi. Hein. Le pilier, il existe. Donc il y a quelque chose qui m'échappe, mais qui m'échappe parce que je vois mal ou autre chose. Bon. Et alors c'est ça le poison. Hein. C'est de vous faire croire que quelque chose existe qui n'existe pas. C'est ça qui est terrible. Hein. Et ça vous empêche de voir la réalité. Ça intervient entre vous et la réalité. C'est ça le poison. Hein. Et non seulement ça intervient entre vous et la réalité, mais ça intervient entre vous et vous-même, et ce que vous faites et comment vous vous percevez. Parce qu'enfin, encore une fois, si vous êtes égal, comment ça se fait que vous ne réussissiez pas? Comment ça se fait que vous échouiez? Comment ça se fait que vous soyez payé si peu? Donc vous devez vous en prendre à vous-même. Donc votre estime de vous, elle tombe. Comme de toute façon, les femmes ne partent pas avec une très forte estime d'elles-mêmes. Je veux dire, elles ont une estime d'elles-mêmes qui est, comme on dit en France, dans les chaussettes. Bon. Alors, je vais être obligée de terminer parce que mon temps est échu, mais je voulais en venir aux tâches que je voulais fixer au féminisme. En sachant que, comme à l'université, c'est pas grave, je peux dire n'importe quoi parce que personne n'est obligé de m'entendre. Eh bien, le féminisme a plusieurs défis, bien sûr. D'abord, c'est celui de dénoncer sans arrêt cette propagande, celui de s'opposer au retour de bâton, celui de défendre les quelques acquis qu'il a conquis, et celui de définir finalement s'il pouvait aller de l'avant. Mais le problème, c'est qu'en ce moment, en tous les cas en France, le féminisme a du mal à aller de l'avant parce qu'il essaye surtout de ne pas être poussé dans les cordes, de ne pas être renvoyé à des situations antérieures, à définir là où il voudrait aller, s'il pouvait aller quelque part. D'abord, il faudrait que le féminisme existe, c'est-à-dire qu'il y ait des militantes. Bon. Il en reste. Mais il faut qu'ils définissent. Et ceci doit être fait sans arrêt.
Il faut qu'ils définissent comment, que ces militantes définissent comment elles veulent travailler. Et là, je mentionnerai brièvement, par exemple, cette question qui est encore une question qui nous fait revenir en arrière, c'est que, par exemple, la non-mixité des groupes féministes est remise en cause en ce moment, en tous les cas en France. Elle est remise en cause parce qu'il y a des groupes mixtes. C'est très bien, les groupes mixtes. Mais il faut aussi qu'il y ait des groupes non mixtes. La plupart des questions que le mouvement féministe a soulevées n'auraient jamais pu être soulevées, c'est-à-dire définies comme problème dans des groupes mixtes. C'est seulement dans des groupes non mixtes, ces groupes de parole, ces groupes de conscience, de conscientisation, quelle que soit la façon dont on les appelle, qu'ils ont pu être définis. Donc il faut que ces groupes non mixtes existent absolument, non seulement dans la lutte féministe, mais dans toute lutte d'opprimés. Il faut qu'on soit entre opprimés, partageant le même sort, ayant ceci en commun, et n'étant pas dans le même groupe avec les gens qui sont individuellement de bonne volonté, mais qui sont structurellement dans une situation dominante par rapport à nous, et par rapport à qui nous nous sentons toujours inférieurs. Et puis, ça ne suffit pas pour définir là où nous voulons aller. Ça ne suffit pas pour définir là où nous voulons aller. Et là, ça devient très compliqué. Et ça devient très compliqué, ça l'est déjà depuis le début. Car, vous le remarquerez, si vous regardez l'histoire du féminisme, de la deuxième vague du féminisme depuis ces 30 ou 40 dernières années, eh bien, à chaque fois qu'il y a une nouvelle question se présente, eh bien, il y a une nouvelle division du mouvement féministe. Je ne vais pas les citer ici, en tout cas citer celle du mouvement français, mais prenons-en une qui me semble être commune à l'ensemble des pays occidentaux, c'est par exemple la position sur la prostitution. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est bon pour les femmes? Qu'est-ce qui est féministe? Quelle est la position féministe par rapport à la prostitution? Comment évaluer ce qui est féministe et ce qui n'est pas féministe? Est-ce que être féministe, c'est écouter la parole des prostituées, écouter la parole des prostituées qui disent qu'elles veulent en faire un métier à part entière, ou est-ce que c'est écouter la parole d'autres prostituées, généralement ex-prostituées, et des femmes non prostituées qui disent non, ça ne peut pas être un métier, c'est pas possible, on ne peut pas dire que c'est vers cet avenir-là qu'on veut aller. Je pense qu'il y a des passerelles, il y a des passages, il y a des façons de dépasser cette opposition. Encore faudrait-il y travailler. Mais ce que je veux dire, c'est que avec la meilleure volonté du monde, il y a des choses sur lesquelles nous ne sommes pas forcément d'accord. Et puis, il y a un autre défi. Et cet autre défi, enfin, qui n'est pas forcément un autre défi, le défi, il est justement d'arriver à travailler entre féministes avec toutes les féministes. Et un des défis en ce moment, c'est de travailler pour nous autres féministes, disons, occidentales. En tous les cas, en France, nous avons eu un mouvement féministe majoritairement, ou même entièrement blanc. C'est de travailler avec des féministes qu'on peut appeler du Sud, du tiers-monde, post-colonial, on peut appeler n'importe quelle façon, mais qui, d'une façon ou d'une autre, sont soit dans des pays dominés par l'Occident, soit à l'intérieur des pays occidentaux, comme la France, dans des groupes dominés. Or, il me semble très difficile, enfin, c'est pas impossible, on arrive toujours à faire des scissions à l'infini, et à être totalement inefficace politiquement. Je veux dire, c'est pas difficile même d'être inefficace. Mais la question, c'est est-ce que c'est ça qu'on veut faire? Ou est-ce qu'on veut arriver à travailler avec toutes les féministes? C'est un défi que le mouvement féministe, dans son ensemble, certaines parties du mouvement féministe en France ont relevé, c'est un défi que d'autres n'ont pas relevé. Or, en ce moment, en France, il y a une grande agitation qui nous pendait au nez depuis longtemps et qui est probablement une bonne chose sur la question raciale. Enfin, pour moi, c'est une bonne chose, car je disais depuis pas mal de temps que nous étions dans une société qui, non seulement avait des discriminations raciales, mais devenait une société de caste. Hein.
puisque la situation des enfants de travailleurs immigrés des ex-colonies françaises, dans leur cas, est transmise de père en fils et de mère en fille, c'est-à-dire devient héréditaire, et quand une situation de classe devient héréditaire, ça devient une situation de caste. Donc je ne suis pas mécontente de voir que ces enfants, qui sont des citoyens français et des citoyennes françaises, se rebellent, relèvent la tête et disent « nous voulons nos droits et tous nos droits ». Et nous ne voulons pas être traités comme des indigènes, c'est-à-dire comme les particuliers, les sujets, donc qui n'étaient pas des citoyens, les sujets des colonies françaises étaient traités par un statut de l'indigénat. Et dans les Antilles françaises, par les différents codes noirs, dont le premier daté de Louis XIV, mais qui ont été repris, y compris par les républiques. Nous devons travailler avec des féministes. Je ne dis pas des femmes, je dis des féministes qui n'ont pas l'oppression patriarcale comme seule oppression. Et pas seulement dans d'autres pays, mais dans notre pays. Et nous devons travailler avec elles, nous devons les entendre, et nous ne pouvons pas les renvoyer aux particuliers, parce que ça, c'est la démarche coloniale qu'elles nous reprochent. Ce que l'une de nos auteurs de Nouvelles questions féministes, qui est une juriste américaine, appelle la présomption de supériorité, elle est vivace chez tous les Blancs, femmes et hommes. Bon. Et je veux dire, moi j'ai vu ça par exemple dans le colloque Simone de Beauvoir face à une japonaise qui disait mais oui vous avez des critères machin et trucs. Une féministe française très connue qui disait oh, écoutez bon grosso modo attendez nous on a les lumières hein. Elle parlait carrément je parle sous le contrôle de Voltaire voilà bon mais... Et l'universalisme comme m'a dit une jeune femme dans un débat que nous avions. Hein, il faudrait quand même que nous gardions ce que nous avons, nous. Elle voulait dire nous en France, vous savez, c'est toujours l'exception française, c'est-à-dire l'universalisme. Alors, c'est quand même curieux, un universalisme qui est gardé jalousement par un seul pays au monde. Bon. Il y a un copyright. Universalisme, c'est français. De France, hein, c'est pas francophone. Non, non, ne vous faites pas d'illusions. Oui, il faut abandonner ça. Et ça, c'est un gros défi, parce que c'est très difficile, parce qu'il faut changer toute sa tête. Hein. On est persuadé qu'on transporte l'universalisme avec nous. Je veux dire, je m'assieds, c'est universel. Je me lève, c'est universel. Quoi que je fasse, c'est universel. Eh ben non. Eh ben non. Et il faut accepter qu'il y ait d'autres démarches. Et que, comme nous disent ces femmes, il puisse y avoir, peut-être qu'il n'y a pas qu'une seule voie vers l'émancipation. Et nous devrions le savoir. Pourquoi nous devrions le savoir? Parce que nous-mêmes, nous avons des désaccords entre nous. Nous avons des désaccords entre détentrices de l'universel. Donc nous devons arriver à ça. Parce que le féminisme, s'il veut vraiment, parce qu'il le veut, maintenir un nous des femmes. Attendez, le nous, ça ne peut pas être 3 personnes entre elles. Hein. Si on veut vraiment maintenir un nous des femmes, et continuer à dire qu'il y a quelque chose qui existe de l'ordre de l'oppression des femmes, pas de l'oppression des femmes dans ce pays seulement ou des femmes ailleurs, etc., eh bien, il faut prendre en compte toutes les formes d'oppression et tout ce que les femmes qui les subissent en disent, et non pas ce que nous disons de notre point de vue qui est très particulier, qui est très spécifié, qui est très local, en croyant parler à la place de Dieu. Ça, c'est un coup que les hommes nous ont fait. Alors, il ne faut pas qu'on le fasse, nous, à d'autres femmes. Et puis, je vais m'arrêter là, car j'ai largement dépassé mon temps, et je vous remercie. Permettez-moi de remercier Christine d'avoir partagé avec nous ses réflexions. Et pour ma part, je les reçois comme une invitation à titre d'universitaire travaillant avec les groupes de femmes au Québec.
Je les reçois comme une invitation de continuer, tant les universitaires que les femmes du terrain, les travailleuses, les féministes d'État. Je le vois comme une invitation à travailler toujours, à maintenir le cap sur ce féminisme comme une façon de penser et d'agir pour améliorer le sort et la qualité de vie de toutes les femmes. Je reçois cette invitation, mais aussi je veux te dire que chez nous, en tout cas dans les études féministes québécoises et particulièrement à l'Institut de recherche et d'études féministes au Québec, nous continuons à penser le féminisme comme un modèle de compréhension de la société, mais aussi comme une pensée subversive pour changer le monde. Alors, je vais donner la parole d'abord à Audrey Baril, doctorante à l'Université du Québec à Montréal, au département de philosophie, et je vais lui demander de poser la première question à Christine. Et si elle est trop longue, j'aurai un signe de la main. Donc, vous avez parlé brièvement dans votre conférence, Madame Delphi, des concepts de sexe et de genre. Ce sont des concepts centraux en études féministes, du moins assez importants. Donc, à partir de différents modèles qui ont été développés par des féministes universitaires, c'est possible d'identifier évidemment plusieurs définitions du genre. Il y a certaines féministes qui ont préféré délaisser son utilisation du terme genre parce qu'elles croyaient que ça renaturalisait le sexe et donc qu'elles préféraient parler de sexe social. D'autres féministes encore, comme vous-même, préféraient conserver l'utilisation du terme genre. Et il y a d'autres féministes encore, je pense à certaines théoriciennes féministes ici au Québec, qui finalement croient que le fait d'utiliser le terme genre favorise une certaine déradicalisation du mouvement et de la pensée féministe. Donc, ma question est la suivante. Pouvez-vous, dans un premier temps, expliquer votre choix d'utiliser le terme « genre » malgré les controverses qu'il y a autour de ce terme-là? Et dans un deuxième temps, expliquer comment c'est possible d'éviter la déradicalisation ou la récupération qui pourrait être faite du terme « genre » par d'autres courants féministes. Merci. Je pense que la question est assez musclée pour t'inviter à y répondre tout de suite. Je vais répondre très brièvement, parce qu'autrement, bon, vous aurez peu de temps pour poser des questions. Moi, j'utilise le terme genre, je m'en suis expliqué dans mes travaux, justement, pour ne pas dire quelque chose de gênant comme sexe social, enfin de long, ou d'utiliser il me semblait que c'était plus pratique d'utiliser le terme genre. Et, bon, certainement, il a été considérablement affadi. Parfois, il est utilisé à la place de sexe. Par exemple, dans certains formulaires de certains pays, au lieu de vous demander de quel sexe vous êtes, on vous demande de quel genre vous êtes. Bon, mais ça, c'est assez inévitable. D'abord, tout le monde ne l'utilise pas de la même façon, même à l'intérieur des théoriciennes féministes. Alors, les gens, tout le monde, on n'a pas de copyright sur le mot, les gens peuvent l'utiliser, ils peuvent l'affadir. Mais si on devait laisser tomber tous les termes qui ont été, à notre avis, affadis ou démonétisés, eh ben, on n'utiliserait plus beaucoup de mots, parce que c'est certain qu'ils ont tous été utilisés de façon qui ne nous plaise pas. C'est dire pour ça que nous avons, dès les années 70, revendiqué le terme féministe, qui avait extrêmement mauvaise presse, et qui recommence à avoir extrêmement mauvaise presse en France, sauf s'il est suivi de féministes algériennes, par exemple. Alors là, c'est très bien. Mais féministes françaises, non, c'est pas bien. Voilà. Mais donc, je pense que quand on utilise un terme, il faut dire exactement ce qu'on veut dire par là, mais on ne peut pas empêcher les autres de l'employer autrement. Je connais cette objection, j'y suis tout à fait sensible, mais on ne peut pas sans arrêt, si vous voulez, courir devant l'ennemi, si je peux dire, et changer de terme toutes les 5 minutes parce que le terme aura été d'une certaine façon pris comme on conquiert une ville et que nous, il faudrait qu'on aille se réfugier dans une autre château, etc. Parce qu'on va parcourir absolument tout le dictionnaire et on arrivera encore à pas grand-chose. Bon, voilà ma réponse. Elle peut paraître superficielle, mais je pense quand même que il ne faut pas non plus... Justement, quand on voit l'usage qui est fait des
des termes. Enfin, pour moi, le genre est un concept. Pour d'autres gens, c'est un terme. Il est certain que pour les services de l'immigration US, c'est juste un terme, c'est pas un concept. Et moi, je l'emploie quand même comme un concept, et un concept que je trouve important. J'ai lié le terme genre à cette théorie. Je ne vais pas le changer maintenant et reprendre tous les articles que j'ai écrits et barrer le mot et mettre autre chose. Voilà. Je vais demander maintenant à Sandrine Ricci, qui a été la coordinatrice de l'événement de ce soir, mais qui est aussi membre de l'équipe de recherche de la RIR, de poser sa question. Vous avez déjà écrit, Christine, que la solidarité n'est pas qu'un devoir moral, c'est un préalable politique. J'aimerais vous entendre, vous l'avez abordé en filigrane tout au long de votre présentation, mais particulièrement à la fin, un peu sur les conséquences du rejet d'un nous femme, tout simplement. Les conséquences du rejet, les conséquences théoriques du rejet d'un nous femme, de la catégorie femme. Quand on nous ramène, vous avez dit à la fin que il ne fallait pas renvoyer des situations particulières à un vécu particulier. Quand on rejette le nous femme, est-ce que ça n'est pas un peu ça qu'on fait, de nous renvoyer à l'unicité de nos expériences? Oui, c'est très possible. Alors, et c'est là que nous devons avoir une discussion, pas une discussion, probablement des discussions, et je dirais même des années de discussion avec les féministes du Sud, quand elles ont tout à fait raison de refuser que les féministes occidentales les homogénéisent dans une vision unique de la femme du tiers-monde, et en plus une vision misérabiliste. Hein. Alors il faut voir que c'est à ça que, par exemple, Chandra Mohanty s'oppose. Elle s'oppose à ce que toutes les situations de tous les pays non occidentaux soient vues comme uniques, d'une part, et d'autre part, que cette situation soit vue comme particulièrement misérable, ce qui permet aux femmes occidentales, finalement, aux féministes occidentales, finalement, et de façon assez paradoxale, de s'estimer libérées en comparaison. Hein. Alors, c'est vrai que c'est pas bon, et je vous remercie de m'avoir posé cette question, parce que c'est pas bon pour elles, mais c'est surtout pas bon pour nous. Parce que nous l'avons vu récemment en France, avec la montée dont l'épisode du foulard n'était, disons, qu'un épisode dans une montée plus générale de racisme et d'islamophobie. Nous voyons bien que l'attribution et la mise en exergue des violences sexistes commises par les jeunes de banlieue, ce qui veut dire en fait les Arabes et les Noirs, finit par exonérer complètement les hommes qui ne sont ni des Arabes ni des Noirs. Suivez mon regard. Hein. C'est-à-dire la majorité de la population. Grosso modo, bon, le viol, le meurtre, ils sont bien localisés, ils sont dans les banlieues, et ils sont le fait d'hommes qui ne sont pas nous, puisque justement les Français les refusent, alors que ces hommes sont français, mais qui ne sont pas nous, qui ne sont pas comme nous, et puisque ce sont eux, hein, puisqu'il y a nous et eux, puisque ce sont eux et qu'ils sont autres, nous ne pouvons pas faire les mêmes choses qu'eux. Donc, presque par définition, nous, les hommes blancs, nous ne sommes pas sexistes. Donc, je veux dire que pour revenir à la question que vous posez, la définition d'un nous-femme qui soit inclusif et qui prenne en compte toutes les critiques ou les défiances des féministes du Sud est d'autant plus urgente que si nous ne le faisons pas, nous nous trouvons dans une situation schizophrénique où d'un côté nous dénonçons le patriarcat dans nos propres pays, mais en même temps nous abondons dans le sens de ceux qui disent que ce patriarcat est le fait d'hommes autres. Alors, en effet, qu'est-ce qui peut se passer si nous n'arrivons pas à maintenir ce nous d'une certaine façon, mais un nous qui doit être autre, justement, puisqu'il doit prendre en compte d'autres féminismes, eh bien, c'est cette atomisation
qui, en effet, est aussi, disons, inscrite dans certaines théories féministes ou certaines théories universitaires qui, finalement, ont très mal compris, à mon avis, le sens de ce qu'on veut dire par construction sociale. De toute façon, on l'a vu très bien dans le cas de ce qu'ils ont appelé le French feminism, c'est-à-dire qu'ils vont dire, grosso modo, puisque c'est une construction sociale, c'est pas important, ça n'existe pas, moi je peux sauter ailleurs, en dehors de la construction sociale, etc. Et on arrive finalement à individualiser, c'est-à-dire que si on prend, si on refuse la communauté de sorts, ou une des communautés de sorts que nous avons en tant qu'individus femmes, c'est avec les autres femmes, et qu'on dit mais ça ne rend pas compte de l'ensemble de ma personne et de mon exquise singularité, eh bien à ce moment-là, ça n'est pas seulement qu'on va créer un nombre infini de groupes, hein, mais qu'à la limite, personne ne pourra être dans aucun groupe puisqu'il n'y a pas deux personnes qui aient exactement la même expérience. J'espère que j'ai répondu d'une façon satisfaisante. Merci. Je passe maintenant la parole à Anne Letourneau, qui est étudiante à la maîtrise en sciences religieuses et qui fait également partie d'une des équipes de l'ARIR. Vous avez parlé un peu plus tôt de la nécessité de travailler avec des féministes qui n'ont pas seulement le patriarcat comme seule oppression. Ma question porte plus particulièrement sur la manière de rejoindre toutes les femmes et non pas seulement les féministes qui vivent de multiples oppressions. Comment le mouvement des femmes, particulièrement dans sa tendance matérialiste radicale, qui s'oppose à toute naturalisation des sexes, peut-il établir un dialogue avec des femmes croyantes de diverses communautés ethno-religieuses pour lesquelles la différence sexuelle est l'un des fondements de l'identité religieuse? Je vais vous dire deux choses. D'abord, il n'y a pas de... Comment dirais-je je ne suis pas sûre qu'on puisse dire, d'une part, que la différence serait le fondement de certaines religions et pas d'autres, et d'autre part, que ça serait quelque chose de particulièrement religieux. Je veux dire, ça fait partie de la culture, ça peut prendre une forme religieuse, ça prend une forme religieuse aussi, mais parmi les gens athées, nous trouvons la même croyance dans l'importance et dans la naturalité de la différence sexuelle. Donc, je ne vois pas en quoi... ça n'est pas particulièrement religieux. Je dirais que c'est très largement partagé, et partagé d'ailleurs, pour autant que j'en sache, par l'ensemble des cultures actuellement présentes dans le monde, et qui peut-être ne l'étaient pas il y a quelques milliers d'années, et peut-être ne le seront plus dans quelques milliers d'années. Mais par ailleurs, oui, le problème, c'est qu'on est bien obligé, même quand on est féministe matérialiste, en tant que militante, de dialoguer et de travailler et de militer avec des gens qui ne sont pas entièrement d'accord avec vous. Et je veux dire, vous trouvez cette croyance en la différence sexuelle, en la naturalité de la différence sexuelle, non seulement parmi des ex-féministes, donc j'ai cité quelques noms tout à l'heure, mais aussi parmi les féministes. Parmi des féministes qui sont par ailleurs de très bonnes militantes et qui croient dur comme fer. Donc qu'est-ce qu'on peut faire, hein? On ne peut pas les excommunier. Voilà la question. La question, c'est que essayer, si vous voulez, ou penser que cette croyance dans la naturalité de la différence sexuelle serait localisée ici ou là, non seulement dans les religions, mais dans telle ou telle religion, c'est exactement comme de s'imaginer que le viol est le propre de telle ou telle ethnie barbare. Je veux dire, c'est prendre ses désirs pour des réalités. Oui, ça serait bien si c'était localisé comme ça, parce qu'on pourrait les exterminer. Je ne parle pas de les excommunier, on va les exterminer, et puis ça serait fini. Bon, on a bien essayé, hein, de foutre des bombes sur le coin de la figure, mais ça ne marche pas comme ça. C'est une maladie très répandue. Voilà.
Lynn, pendant que j'invite les personnes de la salle à se placer derrière les micros qui sont situés à gauche et à droite, as-tu une question à nous transmettre de Québec? Dès que des participantes sont réunies autour de la chaire d'études Claire Bonenfant à Québec et s'impatientent de poser des questions à Christine Delphi. Alors, il y en a deux. Je les pose les deux. Et puis, Christine, tu pourras répondre ensuite. La première question vient de Marie-Ève, qui est étudiante à l'Université Laval. Vous nous avez parlé des jeunes femmes et de leur désengagement du mouvement féministe sous le faux prétexte de l'égalité acquise. Que préconisez-vous comme piste de solution afin d'éveiller les consciences de ces jeunes femmes à la réalité des inégalités persistantes? Voilà, première question de Marie-Ève. Piste de solution pour éveiller le féminisme des jeunes femmes aux inégalités. Deuxième question, Annie Vézina. Est-ce que, suivant votre pensée, l'objectif ultime du féminisme devrait être de vivre dans une société sans genre, dans laquelle la différence sexuelle n'aurait plus de pertinence? Point d'interrogation. Voilà, deux questions pour toi, Christine. Alors, en ce qui concerne la première question, c'est une question politique, une question militante. Moi, je n'ai pas, moi, toute seule, de réponse, c'est évident. Je ne sais pas comment persuader ces jeunes femmes qui ne sont pas persuadées que l'inégalité existe. Il est certain que les moyens des groupes féministes ont toujours été absolument dérisoires comparés aux moyens des groupes antiféministes. Est-ce qu'on peut même parler de groupes antiféministes? Il ne s'agit pas seulement des groupes masculinistes, il s'agit de l'ensemble de la société. Je veux dire, bon, le sexisme, c'est répandu et c'est diffusé à longueur d'année. Quand on voit par exemple le tirage, le nombre de magazines féminins, une fois je ne les lis pas moi-même, sauf quand je suis chez mon dentiste. J'ai un dentiste qui est toujours extrêmement à l'heure, donc je ne reste pas dans sa salle d'attente. Mais le nombre de magazines féminins qui existent, et le nombre de revues féministes qui existent, mais c'est proprement déprimant. Et un jour, je parlais avec un jeune homme qui était journaliste. Il me disait, vous savez, les journaux féminins, c'est horrible. J'ai dit, ah bon, les magazines féminins? Je dis, mais il me dit, parce qu'ils n'ont qu'un thème. Et, mais il ne me parlait pas en 1970, ni en 1870. Il me parlait dans les années 2000. Je lui ai dit, mais c'est quoi? Elle me dit, le thème des magazines féminins, c'est comment acquérir un homme et comment le garder. Ben oui, voilà. Alors, qu'est-ce que vous voulez après ça, dire qu'il y a eu des progrès, quand on pense que dans les années 2000, il faut toujours acquérir un homme et ensuite le garder par tous les moyens. Bon. C'est vrai que ça fait pleurer. On se dit qu'on a couru toute sa vie pour arriver quasiment nulle part. Bon. Mais je n'ai pas de pensez bien que si j'avais une solution miracle, ou même une solution tout court, je l'aurais révélée depuis longtemps. Quant à la deuxième question, alors ça va être très simple et très court, c'est oui. Mais encore, ben oui, je pense que comme moi je pense le genre comme une marque de classe sociale, mais une marque beaucoup plus terrible, puisqu'une marque de caste, la marque qu'on met sur les esclaves au fer rouge, ben oui, je pense qu'il faut la supprimer. Et en ce qui concerne ce fameux désir, ben je pense qu'on arrivera à se débrouiller. Je suis très consciente que nous sommes loin d'avoir épuisé notre désir et notre besoin de dialoguer avec Christine Delphi, mais comme à l'arrière, nous avons bien l'intention de l'accaparer encore demain pour toute la journée, je pense que je vais simplement vous inviter à la remercier d'avoir été si généreuse avec nous.